On est parti pour un deuxième épisode et je vais continuer la vidéo sur les explications de règles, sur des rappels on va dire, c'est assez simple, hein, c'est un petit peu pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent approfondir un petit peu leur... ou pas louper quelque chose, on va dire. Alors j'en étais au rêve du chasseur. Tout est assez bien expliqué, on va dire, dans le livret de règles. Seulement, alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on se rend au rêve du chasseur? On va avancer le jeton de chasse, on va rassembler tout notre deck, en quelque sorte nos 12 cartes attributs pour reconstituer notre deck. On va pouvoir dépenser des échos de sang pour acheter des nouvelles cartes, et les assembler du coup dans notre deck, on va le mélanger, etc. Et pour former du coup une nouvelle pile. On va dans le rêve, on va pouvoir dans le rêve du chasseur récupérer par exemple des récompenses qui ont été laissées par des chasseurs de notre groupe pour modifier un petit peu notre façon de jouer, pouvoir changer de runes, pouvoir changer d'outils de chasseur, d'armes à feu. Ça pourra être très stratégique. On va reconstituer nos points de vie et retirer les jetons poison et folie de notre inventaire. Donc tout ça, c'est beaucoup de rituels, c'est vrai, c'est quand même un bon rêve du chasseur. Il y a beaucoup de rituels, c'est pour ça que ça vaut un petit déplacement sur la piste de chasse. Et là, il y a peut-être une notion que certains parfois oublient ou trouvent assez floue, c'est moi ce que j'appelle le réveil du chasseur. C'est qu'en gros, le chasseur qui s'est rendu dans le rêve va rester dans le rêve du chasseur jusqu'à en gros la fin du tour. La fin du tour complet. Donc notre ami qui s'est rendu au rêve du chasseur faire dodo, il va rester au rêve du chasseur. Hein. Jusqu'à que le tour se finisse. Ou plutôt, je vais être un petit peu plus précis, jusqu'à que ce soit à son tour de jouer. Pourquoi? Lors de sa prochaine activation, et ça peut être dans un tour plus tard, quoi, hein, le chasseur peut réapparaître sur une case où se présente une lanterne et peut transformer gratuitement, donc là cette fois je vais repasser ici, gratuitement s'il souhaite et replacer sa figurine sur une case contenant une lampe active. En gros, ça nous permet en fait, en fonction des cartes qu'on a piochées, voir quel côté de notre arme serait la plus efficace par rapport aux trois cartes qu'on a au départ. C'est-à-dire qu'on va se replacer, par exemple, admettons, sur la lanterne centrale. On va modifier un petit peu nos trucs parce qu'on s'est dit, ah ben, je les ai là, hein, mais les trois cartes esquives. Ah ben cool, when dodging, donc là c'est un pouvoir spécial, c'est quand vous esquivez, ah ben cool, j'ai parfait, je vais plutôt utiliser cette phase de l'arme, ça va être beaucoup plus simple, et donc voilà, on va se replacer. Mais ça c'est fait que lorsque c'est à votre tour de jouer, en gros c'est au début de votre activation que vous le faites. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui pensait qu'il fallait se replacer lorsqu'on a fini toutes nos étapes du rêve du chasseur. On revenait sur la lanterne, là le tour se finissait, on repassait. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est on attend jusqu'à notre prochaine activation, on va se replacer et ajuster notre arme en fonction des cartes qu'on aura piochées à la fin du tour. Voilà comment ça se passe. En gros pour le rêve du chasseur. Je n'ai rien marqué de plus concernant le rêve du chasseur, puisque évidemment ce que je n'ai pas noté c'est assez clair pour moi. Encore une fois, c'est pas des règles universelles supplémentaires. Là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant c'est assez soft, c'est les bases, hein. C'est assez soft, mais ça m'a pas mal aidé en fait au début quand je comprenais pas trop le jeu, en tout cas. Voilà. Influence de la lune de sang. Alors l'influence de la lune de sang, c'est la réinitialisation en gros. Là c'est bourré de variantes. Donc je vais pas en dire grand chose, si ce n'est que refait tous les corps sur la carte, replacer les ennemis sur leur position d'origine. Ouais non, y a rien de plus à dire. Quand une mission indique que vous devez entourer un lieu en particulier de brouillard, effectuer ces étapes. Alors tout le monde connaît les étapes, alors ça par contre c'est un truc qui est super bien expliqué je trouve dans les règles concernant le brouillard. Elles sont où exactement, je ne sais plus. Tout ce qui est marqué ici, je trouve que c'est vraiment clair. Évidemment,
Voilà, c'est mieux. Toutes les règles concernant le mur de brouillard, je les trouve vraiment très bien détaillées en tout cas. Il n'y a rien que je me souviens qui m'avait embêté, mais j'ai quand même dû réécrire quelques petits trucs, mais rien de plus. C'est-à-dire que il faut savoir par contre un truc, c'est qu'ils nous disent dans les règles que sur un lieu qui est cerné de brouillard, comme ils disent, on doit retirer les ennemis, on doit retirer. Alors moi j'ai les lanternes, hein. Moi j'ai les lanternes, par exemple si c'est la lanterne centrale, la lanterne chez moi elle saute. On doit l'enlever et on doit placer un jeton lanterne barrée, sauf que pas besoin de lanterne barrée puisque quand on enlève la lanterne, quand on a l'extension avec les lanternes, si on l'enlève c'est qu'il n'y en a plus. Tout simplement, voilà. Voilà. Et il y a quelque chose aussi que peut-être certains oublient, c'est que tout ce qui est coffre reste. Ils ne sont pas retirés. Les ennemis sont retirés, mais les coffres, eux, restent dans un brouillard. Hein. Lorsqu'on est, on entoure le lieu de brouillard, les coffres restent, d'accord? Ça, c'est à savoir. Placer sur le lieu les éléments décrits par la mission, mais ça, c'est assez évident, tout est noté. Les chasseurs peuvent pénétrer un brouillard, mais pas en ressortir. Sauf s'il se téléporte grâce à un objet ou l'action rêve du chasseur. Et oui, quand on est dans un brouillard, on peut très bien se rendre au rêve du chasseur et en quelque sorte en sortir. Il n'est pas possible de se réveiller dans un brouillard. Ça me paraît assez évident puisqu'il n'y a pas de lanterne, d'accord? Par contre, le lieu lanterne centrale nous indique bien quelque chose. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Si, c'est que on peut se téléporter sur n'importe quelle case cernée de murs de brouillard. C'est noté là. Donc ça peut être assez pratique. Par exemple, quand on va se battre contre des boss, des mini-boss qu'ils appellent, ce qui ressemble ou ce qui sert de boss dans certaines missions. Voilà. Aucun autre ennemi ne peut être réinitialisé sur ce lieu que ceux de la mission. Aucun ennemi extérieur ou intérieur ne peut traverser ce brouillard. Les ennemis ne s'activent pas pour un chasseur qui se trouve dans un brouillard. Ça, je crois que ce n'est pas indiqué, pardon. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que les ennemis qui ne sont pas... puisque je considère que ce n'est pas connecté, en fait, si vous voulez. Le fait qu'il y ait des brouillards déconnecte le lieu, en fait, de n'importe quel autre lieu. Donc pour moi, les ennemis qui sont sur les lieux voisins, on va dire, avoisinant notre chasseur, eh bien, en fait, ne vont pas s'activer. Il va pas faire ça, l'ennemi, quoi, voilà. Voilà ce que veut dire cette petite règle. Maintenant, sur les réactions, là, on va rentrer dans les choses un peu plus complexes, un peu plus, voilà, vous allez voir. Vous ne pouvez pas déséquilibrer un effet sur fond blanc sauf s'il vous le demande. Là, on va se référer directement aux cartes ennemies. Vous ne pouvez pas déséquilibrer les effets sur fond blanc, puisque les effets sur fond blanc ne sont pas forcément des capacités. C'est pour ça que je dis bien que ce sont des effets sur fond blanc. Les effets sur fond blanc ne sont pas forcément des attaques, des capacités, ça peut être des fois des spéciales, ça peut être des bases, des attaques de base. Et on ne peut pas déséquilibrer ces trucs. À condition que la vitesse de votre attaque soit radicalement supérieure à la vitesse d'attaque de l'ennemi. Donc ça, c'est les bases du déséquilibrement. Déséquilibrer automatiquement avec l'arme à feu. L'arme à feu, je les ai là quand même, qui sont toujours présentés sur notre plateau de chasseur, ici même. Ces cartes-là, alors cette mention déséquilibre automatiquement l'attaque basique ennemie. Vous n'avez pas besoin d'obéir à une condition de vitesse pour la jouer. Donc si dans un combat, je sais que l'ennemi me sort son attaque basique, puisque c'est à ce moment-là qu'on va en quelque sorte résoudre le combat, moi si j'ai joué ma carte ici et que je sais qu'il a fait une attaque basique, je vais pouvoir utiliser mon pistolet de chasseur et donc lui infliger 2 dégâts. Et lui, évidemment, est déséquilibré. Et un ennemi qui est déséquilibré ne fournit presque aucun comportement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je lui inflige de dégâts, lui, il me fait rien. Dans le cas où l'ennemi vous déséquilibre alors que vous n'avez joué aucune attaque. Admettons, je ne joue aucune attaque.
hein, que l'ennemi dans son attaque a déséquilibrement, évidemment, vous pouvez toujours utiliser votre arme à feu pour le déséquilibrer. Alors je sais plus de quelle manière ça peut arriver, mais il me semble que ça m'est déjà arrivé qu'un ennemi utilise une attaque basique qui a déséquilibrement. Il y a certains effets qui le permettent. Ce dernier ne peut vous déséquilibrer que si vous avez joué une attaque. Ça me semble évident, parce qu'il peut déséquilibrer qu'une attaque. Donc, si on n'attaque pas, il va pas déséquilibrer cet ennemi-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est sur les réactions que j'appelle ça, les réactions en tout cas. Déséquilibré. Et là, il y a l'esquive. Hein. Une carte avec un effet esquive peut être jouée pour attaquer, mais son effet esquive ne sera pas appliqué. Dès que vous jouez une carte avec un effet esquive pour attaquer, avant de jouer une attaque ennemie, effectuez tous les effets non esquives indiqués par la carte jouée, comme soigner 1, libérer 1. Alors ça c'est évident, c'est vrai que c'est des questions de base. Hein. Lorsque vous jouez une carte attribut, j'essaie de prendre des cartes un peu plus complexes derrière, vous avez d'autres effets. Admettons qu'on joue ceci, on va faire les effets qui sont notés, non esquives. Donc, si on attaque avec cette carte, hein, je le rappelle, si on attaque avec cette carte, on va la jouer, on va libérer cet emplacement. Bon, moi je le fais pas, enfin, normalement il faudrait le faire directement, mais moi je le fais pas vraiment directement parce que c'est pour pas oublier en fait que j'ai fait une attaque avec ça. Parce que si on le fait directement, c'est plus ce qu'on a fait avec les esquives. C'est un petit peu spécial. Là, c'est un cas particulier. Mais sinon, il faut absolument libérer cet emplacement directement et ensuite on fait l'attaque. Par contre, attaquer avec une carte qui esquive ne nous permet pas d'esquiver. D'accord ? Si on attaque avec cette carte, ça ne nous permet pas d'esquiver lorsqu'on peut esquiver l'attaque. Donc ça me paraît évident. Dans le cas où vous pouvez esquiver, jouer une mention esquive sur un emplacement libre, puis effectuer tous les autres effets indiqués sur la carte. Cette esquive ne nous empêche pas de réaliser l'attaque que vous avez prévue, ça c'est marqué dans le livre. Vous ne pouvez pas esquiver un effet sur fond blanc, sauf si cela vous le demande. Encore une fois, c'est comme le déséquilibre. Vous ne pouvez pas déséquilibrer, vous ne pouvez pas esquiver cet effet, même s'il a une vitesse. Hein. Vous ne pouvez pas esquiver, sauf si ça vous le demande, une mention de ce genre. Hein. D'accord ? Et là, évidemment, ça nous dit, puis esquiver 1 ou subissez 3. Donc, ça va nous demander d'esquiver 1. Pour rappel, quand ça nous demande d'esquiver 1, on peut esquiver 1, 2, 3, peu importe, tant qu'on esquive 1, puisque ça, c'est la règle de l'esquive. Vous pouvez la relire dans les règles. Voilà. Esquiver un déséquilibre. Là, c'est parfait. C'est la situation parfaite. Déséquilibre, si un ennemi déséquilibre votre attaque, vous pouvez quand même esquiver et permettre d'ignorer ce déséquilibre. Parce que là, on se dit, mais attends, mais je vais esquiver, mais il me déséquilibre. Admettons que je joue une attaque normale. Quand j'ai une attaque normale, c'est vitesse normale. Hein. Là, en l'occurrence, l'ennemi me déséquilibre si on tombe sur sa spéciale. Donc là, mon attaque ne sera pas valable. Mais on peut quand même esquiver ici, puisque là ça sera occupé, admettons que j'ai joué cette carte. Hein. Voilà. Je peux jouer une carte esquive ici, parce que mon attaque est supérieure ou égale à la vitesse, donc plutôt elle est identique, de vitesse identique à l'attaque, donc je vais devoir esquiver sur un emplacement rapide, et je peux toujours le faire, hein, voilà, c'est ce que je vous dis, même si l'ennemi déséquilibre. Hein. Ça c'est un petit rappel à noter quand même. Si vous n'avez joué aucune attaque, vous pouvez aussi esquiver cette mention, d'accord ? Si j'ai joué aucune attaque, l'ennemi me fait cette attaque-là, je peux quand même esquiver, même s'il me déséquilibre. Ok ? Voilà pour ce point de règle. Maintenant, on va passer aux effets non esquivés. Et là, je vais vous montrer, en fait, le livre, c'est directement plus simple. Vous allez vite comprendre. Donc j'ai fait tout un petit recueil sur toutes les cartes, tous les comportements ennemis du jeu, pas que cela, hein, évidemment, pas que cela, il y en a plein, il y en a énormément, des ennemis. Donc j'ai fait tout un recueil en fait, et je vous expliquais en gros, c'est pas écrit dans les règles ni rien, mais en tout cas on peut le déduire.
C'est-à-dire qu'il y a des actions, des comportements qui ne peuvent pas réellement être esquivés. Là, je n'ai pas, parce qu'il y a tellement d'ennemis, je vais pas regarder, je vais pas vous sortir le gros tas de cartes ennemies, hein, ça, je vais mettre 2 ans pour vous les trouver. Mais même si vous esquivez certaines attaques, certains comportements, on va dire, toutes ces mentions ne sont pas ignorées, d'accord? Alors, elles sont notées en anglais parce qu'il y a beaucoup d'ennemis encore en anglais à cause des extensions, vous le savez. Spawn enemies, donc c'est tout ce qui est invocation. Lorsqu'un ennemi doit faire apparaître un autre ennemi, je suis désolé, mais on a beau esquiver ce comportement, l'ennemi fera quand même apparaître un ennemi. On a beau esquiver une attaque, on va esquiver les dégâts. Hein, je parle vraiment des mentions, pas de l'attaque, pas des dégâts, pas des dégâts que fait l'ennemi. Je parle évidemment de ceci. On esquive ce qui est indiqué là, donc ces dégâts-là, mais quand il y a des mentions du type spawn enemies, donc invocation, cet effet n'est pas annulé. C'est ce que je veux dire par là, ce n'est pas ignoré. C'est ce que je marque ici, ce n'est pas ignoré. Ensuite, il y a activation d'ennemis. C'est le contrôle en gros d'ennemis. Il y a des ennemis qui vont faire activer d'autres ennemis. C'est un effet. Et ça, c'est pareil, on a beau esquiver l'attaque, il va quand même en quelque sorte activer les ennemis. Pareil, immediately activates, makes another attack, c'est les combos. Ça n'empêche pas de lui refaire une autre attaque. En gros, si on esquive son attaque, s'ils disent qu'il va refaire une attaque, notre esquive ne va pas esquiver la deuxième attaque. Ça, c'est un combo. Il va refaire une attaque. Donc il faut esquiver à nouveau. Target all hunters, donc c'est cibler tous les chasseurs. Mais ça, c'est évident, ils le disent clairement dans les règles que si ça cible tous les chasseurs, vous avez beau esquiver, les autres chasseurs vont quand même être ciblés par l'attaque. Ne peut pas être esquivé, ou vos esquives souffrent de moins 1 en vitesse, par exemple, c'est les malus sur l'esquive. Et ça, c'est pareil, puisque si vous ne pouvez pas esquiver, vous ne pouvez pas esquiver. Et si ça dit que votre esquive va souffrir de temps, si vous esquivez l'attaque, votre esquive va souffrir de temps. Sinon, la mention n'a pas de sens. C'est juste de la logique. Ensuite, pareil, avec le blocage de dégâts, vous avez beau esquiver une attaque, si l'ennemi vous dit qu'il va bloquer des dégâts, eh ben il va bloquer des dégâts, d'accord? Même si vous esquivez l'attaque. Pareil pour la guérison, s'il doit soigner, il va soigner. C'est pour ça que je trouve que ça donne justice un petit peu au jeu, c'est-à-dire que les esquives, elles ont quand même des mentions qui sont incroyablement fortes, qui sont quand même très efficaces, mais elles ne vont pas vous protéger à 100%. Déplacer l'ennemi à 2 emplacements plus loin, ça c'est pareil, ils le disent de toute façon dans les règles un petit peu, c'est un petit peu flou, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ils disent que même si c'est déplacé, voilà. L'autre mention, c'est les actions post-mortem que j'appelle, c'est si cet ennemi meurt, est tué, et bien il se passe quelque chose. Donc ça, c'est encore une fois du jugement, hein, c'est moi qui considère en tout cas que ça il le fait quand même, les actions post-mortem. Pareil pour les actions modifiées, à la place de faire ceci, faites autre chose, c'est des trucs, à la place de faire cette attaque, faites autre chose. Souvent, il y a quelques ennemis qui ont ça c'est pas, vous avez beau esquiver, non, s'il se passe ça, vous faites autre chose. Et il y a pareil pour les effets non déséquilibrés, même si vous déséquilibrez l'ennemi, toutes ces mentions ne sont pas ignorées, les cannot be staggered, c'est en gros, ne peut pas être déséquilibré. Malus déséquilibrant, ça c'est évident. Si cet ennemi meurt, c'est les actions post-mortem. Selon moi, les actions post-mortem ne peuvent pas être annulées, on va dire ça plutôt comme ça, ne peuvent pas être annulées, puisque par exemple dans le jeu vidéo, si vous déséquilibrez un ennemi, que vous le tuez, derrière s'il doit exploser et et vous infliger poison, il va le faire. Hein. Et là c'est pareil, c'est post-mortem, c'est après sa mort. À la place de faire cette attaque, c'est pareil, parce que ça c'est des trucs assez spéciaux, on peut pas l'annuler en fait. Voilà pour cette partie. D'explication sur les effets non esquivés et non déséquilibrés, qui est quand même assez important. Les cartes consommables ne sont... Là c'est un autre sujet. Hein. Ces cartes ne sont pas ajoutées à la main d'un chasseur. Mais sont placés dans une pile à côté de leur plateau. Et oui, ça va pas rentrer dans votre main, ça, vous êtes pas neuneux non plus.
Vous pouvez avoir un nombre infini de consommables, vous pouvez en dépenser librement entre 2 actions, tout en respectant ce qu'indique la carte consommable. C'est des questions qui sont posées souvent. Quand c'est que je peux utiliser mon truc? En fait, vous pouvez utiliser vos consommables, d'accord? Les consommables, hein, vous les reconnaissez. Quand vous voulez, entre 2 actions, mais pas pendant. Sauf j'ai expliqué dans la première vidéo, les mentions attaque. Les mentions attaque, c'est lorsque vous jouez votre attaque, avant de révéler la carte ennemie, vous allez poser ces effets-là. Vous ne pouvez pas poser un effet attaque après avoir vu la carte action ennemie, avoir révélé ce que va faire l'ennemi. Vous ne pouvez pas le poser après, d'accord? Il n'y a qu'une chose qui le fait, je vais vous le dire de suite. C'est ça. Non, je dis une bêtise, c'est pas ici. C'est ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez jouer après avoir vu le... C'est le romarin. Lorsqu'un ennemi non-boss attaque, cette mention, vous pouvez la jouer après avoir vu la carte action ennemie. Parce que c'est tout à fait logique. Hein. Son attaque subit moins 1 de vitesse et perd tous ses effets. Ça, c'est super fort. Déjà, vous savez quelle attaque, quel comportement, parce que c'est pas forcément une attaque, quelle action il va faire. Vous jouez le romarin, tac, vous retournez votre romarin, et là l'ennemi subit moins sur son attaque, c'est l'occasion peut-être d'esquiver ou quoi, et perd tous ses effets. Ça, c'est très 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 fort. À savoir, hein. Ça c'est une petite méthode que je vous donne. Voilà, une fois utilisé, sont dépensés, ça s'appelle des consommables quand même. Les cartes récompenses sont des cartes que vous gagnez au cours d'une mission ou à son terme. Ces cartes peuvent être des runes, des outils de chasseur, des armes à feu. Voilà. Il faut avoir un maximum de 2 outils de chasseur, 2 runes de caril et une arme à feu. Les récompenses excédentaires sont remises à l'atelier et peuvent être récupérées par n'importe quel chasseur. Contrairement à un consommable, ces cartes ne sont pas défaussées mais retournées après l'utilisation et sont rafraîchies quand un chasseur sera en rêve du chasseur. Je parle des récompenses. Hein. C'est des cartes qui sont rafraîchies. Vous savez tout ce que c'est une récompense, c'est ceci. C'est une fois utilisé, vous la retournez et vous pouvez les échanger entre chasseurs en les laissant au rêve du chasseur. Les rapidités, je sais pas, voilà, une attaque rapide 3+1 de rapidité est une attaque de rapidité +4. On peut atteindre autant de rapidité qu'on peut, et puis ça m'est arrivé de faire +6, je sais plus comment j'avais fait, +6 de rapidité, ou +5, je sais plus. Il n'y a pas de maximum, une attaque peut être réduite à 0. Alors je sais plus, je crois que c'est dans les règles, elles ne peuvent pas être réduites à moins de 0. Quand c'est 0, c'est 0, d'accord? Voilà. Un chasseur qui ne joue aucune attaque applique une vitesse d'attaque de 0 comparée à celle de l'ennemi. Ça, c'est tout à fait évident. On est sur des règles de base. Maintenant, on va parler des boss. Les boss, pour ceux qui ont déjà affronté un boss, les dégâts excédentaires ne sont pas appliqués sur les PV de deuxième phase. Évidemment, quand vous battez contre un boss, ouais, là j'ai la petite carte. Lorsque vous battez contre un boss, évidemment, vous appliquez pas le dégât sur la deuxième phase. Les boss ont le même comportement de déplacement et d'activation que les ennemis. À règle près, il y a des règles qui font des variantes, hein, mais ce n'ont cependant pas les mêmes attaques. Lorsque vous faites passer un boss de phase 1 en phase 2, d'accord? Phase 1, phase 2. En plein affrontement dans lequel vous êtes plus rapide, d'accord? Celui-ci effectue son attaque de phase 1, parce que vous avez été plus rapide. Imaginons vous le faites passer en phase 2, en plein combat, vous avez été plus rapide, vous êtes tac, oh ben je lui fais un dégât, il passe du coup en phase 2. Alors il va quand même faire son attaque de phase 1, admettons il va faire enchaînement enragé, voilà, même si vous l'avez fait passer en phase 2, d'accord? Et passe en phase 2 à la fin de l'affrontement, en gros à la fin du combat. Voilà. Les mini-boss. Lorsqu'un lieu est révélé. Mini-boss, ça concerne une extension, donc je sais pas vraiment si je vais vous apporter quelque chose. Hein. Lorsqu'un lieu est révélé et qu'une mission s'engage au moment où un mini-boss est révélé, ce mini-boss apparaîtra sur la case la plus proche, hors de la zone de brouillard. Mais
les règles disent qu'un ennemi qui est dans un brouillard est retiré de la partie, mais comme c'est du gâchis, le pauvre mini-boss, il a attendu tout ce temps pour apparaître sur votre case. C'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est pas très juste, puisque tout à l'heure, j'ai fait les étapes de déplacement, et ce n'est pas possible, en fait, que ça se passe. Voilà, donc les mini-boss, on s'en fout un peu. S'il y en a qui ont des questions, ils me les poseront. Déplacement des ennemis. Ah! Ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est assez intéressant. Déplacement ennemi. Lorsqu'un ennemi doit se déplacer de lui-même, alors, je vais tout vous imager ici. On va enlever les brouillards, les coffres. Par exemple, avec la mention cet ennemi se déplace de X cases plus loin, on va. Admettons qu'il se déplace de 2 cases, hein, cet ennemi. Déplacez-le sur la case qui vous arrange le moins, en priorité loin des chasseurs, vers d'autres ennemis, parce que des ennemis ici, admettons, voilà. S'il se déplace pour créer des dégâts, déplacez-le sur des chasseurs. C'est évident, s'il doit se déplacer, voilà, déplacez-le vers des chasseurs pour qu'ils fassent des dégâts, admettons, parce que je crois qu'il y en a qui le font, c'est les étudiants. Vous êtes obligé de le déplacer du nombre de cases indiquées par son effet, pas moins. S'il dit 2, vous devez le déplacer de 2, d'accord? Lorsque vous déplacez un ennemi grâce à un de vos effets, d'accord? Il y a des effets comme le galet, me semble-t-il, qui permet de déplacer de vous-même les ennemis. Vous le déplacez dans la direction que vous voulez. Cet ennemi peut révéler un lieu. Il peut tout à fait révéler un lieu. Voilà. Alors que s'il se déplace de lui-même, c'est ça que j'ai oublié de dire, il ne peut pas révéler un lieu. C'est-à-dire que là, si vous dites l'ennemi se déplace, il ne peut pas révéler un lieu, d'accord? Un ennemi ne peut pas de lui-même, par son effet, vous ne pouvez pas décider, bon, on va révéler un lieu grâce à l'ennemi. Par contre, si c'est vous qui le déplacez, vous pouvez le faire révéler un lieu, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le déplacer du nombre de cases indiquées par votre effet. Voilà. Donc si vous pouvez le déplacer de 1, de 2, ben vous pouvez le déplacer seulement de 1. C'est juste une distance en fait vers laquelle vous pouvez le déplacer. Un petit peu comme dans le jeu avec la mixture acre à base de ça, on va pouvoir attirer les ennemis quelque part. C'est nous qui décidons un petit peu où c'est qu'on a envie de l'amener. On va dire ça comme ça. Règle additionnelle, ça concerne les variantes. Et là, je vais clôturer cette vidéo et faire un 3e épisode là qui concerne des règles un peu plus précises, un peu plus techniques. Et là, on va commencer un petit peu à rentrer dans des règles un petit peu un peu plus complexes. Alors, je le rappelle, hein, c'est pour finir la vidéo, je ne suis pas en train de faire je ne peux pas expliquer toutes les règles connexes, toutes les règles précises, les précisions de règles. Je ne répondrai pas à toutes les règles. On en ferait des heures, et puis de toute façon, chacun a ses incompréhensions du jeu. Donc voilà, c'est plus pour éclaircir certains concepts, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, encore une fois, je le redis, qui jouent au jeu et qui font bêtement, mais ça, après moi c'est rigolo, ça fait partie un petit peu de toute la communauté, de tout ce qu'on échange entre nous, qui joue d'une manière qui est complètement, que c'est pas du tout ça, et c'est rigolo de savoir comment les gens interprètent les règles d'un bouquin, enfin d'un livret de règles, quoi. Voilà. Et ça pourra peut-être éclairer vraiment, ou plutôt confirmer des choses, de certains doutes que des personnes ont. Parce que souvent on est là, oui, mais c'est bon, j'ai compris la règle, mais j'ai quand même un petit doute, est-ce que c'est vraiment ça? Et ben voilà, je suis là pour ça. Mais pareil, je considère pas que j'ai la science du jeu, je suis comme vous, hein, j'ai lu des règles, même ça fait 1 an que je joue, j'ai lu des règles, alors je traîne énormément dans les forums, sur les forums, mais encore une fois, je peux faire des erreurs sur certains trucs. Donc on se rejoint là pour le 3e épisode entre guillemets de cette petite série de vidéos de règles. Allez, à tout de suite. À de suite les amis.